Donc, bonsoir, bonjour, re-bienvenue ou bienvenue sur la chaîne de Raph Meret 18 pour une autre analyse de Survivor US saison 47. Maintenant, je suis Christian, vous me connaissez bien ou peut-être qu'on va se rencontrer maintenant. Et je suis toujours accompagné de nul autre que Raph. Allô, c'est moi. Comment ça va, Raph? Ça va super bien, ça va super bien. Une autre grosse semaine de Survivor derrière nous. Yeah. Ouais, non, ça va. Je suis très excité de parler de cet épisode-là parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Fait que ça va être le fun. Ouais. Avant de rentrer dans full les détails, moi, au niveau de l'épisode, je trouvais que il commence à placer des choses narrativement pour la suite de la saison, pour la fin de la saison. Là, que Ouais. je sens qu'il y a des choses. Il y a eu des spotlights sur des gens qui n'ont pas eu tant d'influence à même ce vote-là, genre, que Mhm. j'étais comme, OK, ça se prépare, tu sais. Ben, Fait la fin de que saison ça serait mon arrive vite. take. Là, on est à Ouais, l'épisode 10. D'habitude, il y en a un petit peu moins qu'une quinzaine. Là, fait qu'on la finale approche à grands pas. Puis tu vois que le show. Puis les joueurs placent leurs pions pour la fin. Fait ouais. que je suis très d'accord avec toi là-dessus. Moi, puis je suis curieux d'avoir ton opinion là-dessus. Je trouvais que ça faisait très old school comme épisode. Dans le sens que c'était la formule avec l'épreuve de récompense, l'épreuve d'immunité, le vote qui était relativement straightforward. T'avais un plan A puis un plan B. Puis c'était lequel qui allait comme être celui qui serait finalement acté par les joueurs. Je trouvais que il y avait vraiment un côté très comme classique Survivor de ce vote-là, dans une saison qui a vraiment, autant montage que gameplay, et filé très moderne. Ouais, ben je l'avais pas vu comme ça, là. C'est sûr que il y a quand même. Il n'y a pas tant de renouveau tout le temps à Survivor, là. Fait que pour moi, ça m'a pas sauté aux yeux, mais c'est intéressant à entendre par rapport au format, là. Ben, je sais pas, il y avait comme. Tu sais, on est tellement habitué qu'il y a des shenanigans partout tout le temps. Puis là, il y en avait pas. À part un Ben, petite affaire, là, mais comme. mais en fait, c'est ça que je voulais un peu dire, c'est que les shenanigans se préparent pas pour cet épisode-là, c'était pour ce qui s'en vient. Ouais, exact. Mais c'est ça, fait que ça ramenait, c'est ça que je trouvais que ça ramenait justement ce petit côté-là un peu plus low-key, un peu plus Mhm. quasiment prévisible dans un sens, mais en même temps qui est rafraîchissant dans une saison qui nous a amené partout et nulle part en même temps. Ça tire de gauche à droite. Le gameplay depuis la fusion est ultra chaotique. Puis là, j'ai senti comme dès le début qu'on nous présentait deux directions. On a suivi ces deux directions possibles là, tout l'épisode. Puis c'était vraiment. Je trouvais que c'était très construit d'une manière assez classique. Après ça, Mhm. le gameplay, le show, en effet, ça sera. C'est dur de réinventer la roue 40 fois. Ouais, c'est ça. Mais je trouvais que comme dans la manière de nous construire cette histoire-là spécifique, ça me ramenait vraiment dans les. Mettons, ben, moi, les saisons où j'ai commencé à Survivor, qui étaient plus dans la trentaine, où c'était plus straightforward des fois, parce que les joueurs jouaient de manière des fois plus straightforward un peu. Mhm. Puis là, c'est un des rares épisodes de saison où j'ai trouvé que les gens jouaient de manière plus conservatrice, plus prévisible, mais pour autant, moi j'ai trouvé ça pour autant très bon quand même. C'est juste, justement, le changement de rythme, je l'ai remarqué, mais je trouvais que ça donnait un truc de plus à la saison. Fait que, est-ce qu'on rentre dans l'élimination de la semaine? Je pense que tu es prêt à me voir souffrir, mais avant de me voir souffrir, on vous rappelle que si vous n'avez pas encore écouté l'épisode 10 de Survivor US 47, c'est le moment pour vous d'aller écouter cet épisode-là ou de vous en foutre complètement et de vous faire spoiler par nous. Parce que pour bien analyser Survivor, il faut rentrer dans les détails et il faut Oui. divulgacher. Et c'est ce qu'on va faire à partir de maintenant. Chris, tu veux-tu nous dire qui a été éliminé cette semaine et nous dire une petite update du score jusqu'à date? Ben oui, certainement. Je l'avais prédit. Je l'avais prédit. Ouais. C'est Gabe qui s'est fait sortir par un vote de 7-2. Mhm. Donc, son seul vote est le vote de Sue qui n'était pas sur lui. Ouais. Tu l'avais prédit, donc chapeau. Tu l'avais Ouais. dit à la fin du dernier épisode, quand on faisait une petite prédiction pour la suite, tu avais dit je pensais à la soirée de Gabe. C'était en effet sa soirée, puis on le voyait un peu venir depuis plusieurs épisodes où son nom revenait, mais à chaque fois, il y avait de quoi qui changeait, il y avait de quoi qui réussissait à bouger. Yeah. Mais quand je pense que t'as l'opportunité de le sortir, des fois, faut la prendre, puis.
Ouais, c'est ça. Puis c'était beaucoup plus un danger que Carl au niveau stratégie et tout. Là. Tu sais, Carl, oui, il est dur à battre dans les épreuves, mais Gabe, d'autant plus, sa stratégie est plus forte. Mais Mhm. avant de passer à l'analyse au niveau du score qu'on a ici à l'interne, notre petite compétition amicale de 3 tribus, donc la mienne, celle Araf et la vôtre, si vous désirez. euh, Embarquer dans ce train-là ou prendre des notes. Là. Donc, la troisième équipe, la troisième tribu, vous êtes toujours à 20 points. Je suis toujours à 20 points, avec toujours 3 personnes restantes, vous deux. Et là, avec l'élimination de Gabe qui donne 10 points à l'équipe de Raph, ce qui l'apporte à 15 points avec 3 personnes restantes dans la partie. Les 3 jaunes restants de, de la saison. J'espère qu'ils vont se tenir ensemble et s'amener au top 3. Ça serait super, mais j'ai pas le feeling. Moi non plus. Mais ouais, Gabe, long time coming. Ouais. Il était très confortable, il avait beaucoup de contrôle. Puis plus que ça avançait, plus que le nombre des bleus également était un danger Mhm. pour tous les autres. Donc, ces fameux blocs de tribus, là, que si ça reste ensemble, ça va juste éliminer toutes les autres quand ils vont avoir l'opportunité. Là. Fait que, Gabe, c'était la bonne cible, Je- autant stratégique qu'en épreuve, il était fort. Mhm. Puis il y avait des bonnes relations, il y avait son trio à l'interne, il y avait Carl aussi on the side, il y avait Genevieve maintenant récemment, il y avait une couple de monde qui est allé chercher ici et là, qui a travaillé un peu avec tout le monde. T'sais. Ouais, je pense que autant qu'il était dans ses confessionnals très arrogant puis un peu surconfiant même, on peut dire. De ce que j'en comprends, de ce que j'en ai vu dans l'émission, il avait l'air d'avoir quand même des bonnes relations interpersonnelles avec les gens. Il semblait être capable de non seulement se faire des alliés, mais d'utiliser ces alliés-là stratégiquement à son avantage, ce qui est souvent quelque chose que je remarque des bons joueurs, où c'est beau avoir les nombres, mais si les nombres, ou d'avoir des relations, mais si les relations te suivent pas dans tes plans de vote ou te protègent pas, à quel point ils te sont réellement utiles. T'sais, ils vont te l'être probablement quand même, mais je pense que tu peux amener ça à une étape de plus quand tu es capable de un peu, pas manipuler, ça c'est, mais d'utiliser stratégiquement tes relations sociales. Fait que quand le jeu stratégique et le jeu social viennent s'imbriquer ensemble, puis je pense qu'une des grandes forces de Gabe était de combiner le social et le stratégique, en plus d'être un bon joueur physique. Fait que pour moi, je trouve que Gabe avait beaucoup à offrir, mais avait une grosse faille dans son style de jeu. Et je pense que c'était assez évident pour tout le monde, c'est sa surconfiance, là, c'est son arrogance justement, ou qui était jusqu'à un certain point peut-être justifié dans le sens qu'il a bien joué, je trouve, mais après ça, être arrogant va également souvent t'amener à faire des erreurs, mais heureusement pour lui, son arrogance l'amenait pas à se faire haïr par les autres. Mais ça a quand même mené, je pense, entre autres à sa perte cette semaine. Ouais, c'est ça. Ça l'a peut-être poussé plus à passer par-dessus certains détails qui étaient comme ah, ça va bien aller quand même, tu sais. Malgré que là, il savait que c'était lui ou Genevieve qui partait. Donc, il y avait possibilité de faire autre chose, puis finalement, personne ne l'a suivi vraiment là-dedans. Là. Tout le monde avait déjà son agent avec son nom décrit dedans. Là. Today's the day. Ouais, mais ça, le plan, il remonte à loin. Tandis que, mettons, un plan pour sortir de Geneviève ou un plan pour sortir même une troisième personne, mettons, qui sortirait de nulle part, aurait pu se faire, mais ça aurait été garoché. Tandis Ouais. que le plan de Gabe, ça fait des jours que les gens en parlent, puis que c'est juste comme un peu remis ça remis plus loin dans l'agenda parce que justement il y avait des options plus intéressantes ou justement parce qu'il réussissait lui à diverger le plan vers quelqu'un, lui et son alliance, à diverger le plan vers quelqu'un d'autre. Là, malheureusement. Puis le coup est même venu de l'intérieur par Caroline qui a également voté Ouais. pour lui. Puis Carl qui se posait la question également. Ouais. Déjà, dans sa petite récompense à 3 là, qu'ils ont eu, Mm-hmm. il y avait des discussions qu'il était comme j'ai le feeling qu'il va falloir que je frappe avant que lui veut me sortir.
Ouais, puis les deux ont eu cette réflexion-là à peu près en même temps, selon ce que le show semble nous montrer. Fait que les deux avaient pas tort d'avoir cette réflexion-là. Gabe se disait, faut que je sorte Carl avant que je puisse plus le faire. Carl qui se dit, Gabe va probablement me sortir un moment donné. Mais tu vois que les deux, ils se respectaient beaucoup quand même. Ouais. Puis ça, je trouvais ça intéressant de voir ça, parce qu'on s'est passé de... Ben, tu sais, ils jouaient ensemble, mais c'était comme... Au début, mais c'était comme... Gabe jouait un peu l'agent double. Évidemment, il y a le blindside de Cal quand TK se fait sortir. Puis là, après ça, c'est Cal qui essaie de se venger en sortant Gabe, en le ratant un peu à Sue, puis tout ça. Puis là, finalement, ben, le fait que les Bleus ont jamais perdu après, jusqu'à le conseil de tribu de Tiana, si on veut, qui est basically une défaite des Bleus à ce niveau-là, comme on dirait que ça a quand même vraiment rapproché Gabe et Kyle. Ce qui en a fait un allié que moi, je savais pas nécessairement même considéré pour Gabe et mutuellement pour Kyle également. Mais c'est que mutuellement, il devenait un bouclier. Il y avait tout le temps ce questionnement-là de OK, si Kyle est protégé, on va viser Gabe. Si Gabe est protégé, on va viser Kyle. Et là, il y avait un autre plan qui arrivait, puis souvent, les gens bougeaient vers ce plan-là au lieu de rester sur le plan initial d'un de ces deux-là. Mais ils venaient tout le temps ensemble, fait que d'être mutuellement un bouclier un pour l'autre, je veux pas, ça vient aider à mettre un peu du gris dans tout ça, là, dans la décision de est-ce que ça va être un ou l'autre, à la place de tout le temps viser un, tu sais. Fait qu'en ayant les choses qui bougent autant, je pense que ça les a aidés les deux. Ouais, puis je pense que c'était ils ont aussi bénéficié, je pense, d'une saison où les gens sont willing de faire des moves, tu sais, comme d'embarquer dans les plans des autres, puis ils sont pas fixés sur, non, on m'a dit un plan le matin, puis c'est celui que je garde toute la journée, peu importe les circonstances. Tu sais, les gens sont prêts à écouter les arguments des autres, puis sont prêts à reconsidérer leur plan si un bon argumentaire est présenté, tu sais, si ça aide vraiment leur game, ou si ils se laissent à croire que ça aide leur game. Ouais. Des fois, c'est pas tout le temps vrai, là, mais... Ouais, c'est ça. Je pense que cette saison-ci, il y a quand même beaucoup aussi de discussions par rapport à... C'est peut-être pas une menace maintenant, mais je sens que cette personne-là, à la fin, va battre tout le monde. Fait que je suis mieux de la sortir tout de suite. On a souvent les discussions comme ça, puis c'est plus des joueurs comme Caroline, ironiquement, que selon moi, c'est une des personnes que ça sera à la fin, elle peut battre bien des gens. Rachel, la même chose. Puis c'est ces deux-là qui regardent le plus les menaces spécifiques autres que les menaces évidentes comme Gabe, Kyle et d'autres gens de la sorte. Ouais. Puis c'est un peu ce que le discours que Rachel avait durant cet épisode-ci. Tout le monde était sur Gabe, mais elle était comme Genevieve me fait plus peur parce que quand Gabe va être parti, après ça, il reste Kyle, puis après ça, ils vont commencer à regarder les autres qui sont bien positionnés avec tout le monde, puis ça va être Genevieve, ça va être Rachel, ça va être Caroline. Ça va aller vite, là. Puis Rachel risque de sortir dans les premières, dans ce trio-là, parce que elle s'est fait mettre dans le bottom plusieurs fois, puis elle finit tout le temps par faire des excellents liens, puis elle a une très bonne stratégie, fait qu'elle a peur de se faire un peu out si les boucliers s'en vont, tu sais. Moi, ce que je me demande, puis c'est quelque chose qu'on n'a pas tant vu à date, c'est qu'on n'a pas tant la perception des gens sur Caroline. Parce que, tu sais, oui, on se dit, tu sais, clairement, on la voit jouer, puis on voit qu'elle se positionne bien, puis qu'elle a un bon, je pense, une bonne lecture du jeu. Par contre, nous, on le voit parce qu'on a aussi les confessionnaux, parce qu'on nous explique sa stratégie, puis on n'entend pas souvent les gens parler de Caroline, ce qui est pour une bonne chose pour sa longévité. Par contre, je sais pas à quel point si c'est une bonne chose pour ses chances de gagner, parce que si les gens l'oublient, ils voient pas ses contributions à chaque vote, mettons, comment après ça tu vas l'accréditer pour sa victoire à la fin si t'es pas capable, si les gens reconnaissent pas ses gestes pendant la saison. Après ça, peut-être que c'est juste pas montré pour des raisons X, Y, Z. Peut-être que, justement, elle joue juste très subtilement, puis les gens remarquent pas ça, puis qu'elle peut changer cette perception-là d'ici un conseil de tribu final. Mais moi, c'est ce manque-là un peu de regard sur qu'est-ce que les gens pensent de Caroline que je trouve qui est difficile à gager si les gens la voient comme une menace, si les gens la considèrent pas pantoute, ou si les gens, comme, tu sais, voteraient pour elle à la fin si elle s'y rend, tu sais. Fait que c'est là où je suis un peu mitigé par rapport à sa game sur... Je sais juste pas comment les gens l'aperçoivent. Fait que je trouve ça dur de... Parce que moi, clairement, à date,
elle a une game qui serait méritante. Là. Puis en fait, moi, je suis d'avis aussi que toutes les games sont méritantes du moment que tu le justifies comme du monde. Ça a toujours été ma philosophie par rapport à Survivor. Mais veux pas, vu que c'est pas moi qui vote pour les gens à la fin de Survivor, c'est les gens dans la saison, ben c'est là où je me pose des questions sur qu'est-ce que les gens pensent réellement du gameplay de Caroline. Puis peut-être que c'est assez pour mériter une victoire à la fin, mais on le sait pas, puis j'arrive pas à trouver ça dans le show. Ouais, parce que veux pas, l'emphase est quand même sur des gens qui font des gros moves, des gens qui sont plus les boucliers comme Gabe Kyle, ou des gens qui ont des moments plus émotifs comme Tini dans cet épisode-ci. Fait que c'est sûr que des gens plus subtils comme Caroline tombent un peu dans l'ombre. Mais j'ai quand même pas peur. Là. En avançant dans les épisodes, en réduisant le nombre, on risque d'avoir un meilleur focus sur tout le monde, puis d'avoir une meilleure idée de la perception de tout le monde. Mais c'est encore drôle. Des fois, on a des gagnants qui on est comme on les a vus faire 3 confessionnaux dans la saison, puis ils gagnent, puis on est comme fine, ça va, mais pour nous, le public, c'est un peu plus difficile. Fait que à voir pour Caroline et les autres, mais voilà. Mais je trouve ça intéressant, puis je sais pas si tu as remarqué, mais Gabe a réagi au fait que Caroline faisait partie de ceux qui l'ont éliminé. En quittant le conseil de tribu, il a comme dit oh, you little snake, are you? You got a little snake in you, je sais pas trop. Ouais. Je sais pas si c'était. Moi aussi, je pensais que c'était spécifique à Caroline, mais je pense qu'elle disait à Tini. Tu penses? Ouais, mais il me semble qu'en entrevue de sortie, il avait mentionné quelque chose du genre. Ok, ça se peut. Peut-être. Pour vrai, j'ai pas remarqué cette deuxième partie-là que tu fais mention. Mais je trouvais ça drôle parce que si elle disait à Caroline, est-ce que c'est un signe un peu de respect de genre tu m'as eu ma tabarouette, ou si c'est genre ma tabarnouche, je t'en veux, puis je veux mettre un peu un target sur toi, sur le fait que les gens peuvent pas te truster, etc. Peut-être un peu des deux. Peut-être un peu des deux aussi. Là, c'est pour vrai, quand tu te fais éliminer de Survivor, en tout cas, moi, j'ai aucun souvenir de comme quand je me suis fait. C'est comme le moment où. La réaction après. Là, ouais, quand Patrice il dit genre c'est toi qui es parti, j'ai aucun souvenir de ça. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai comme blackout. Pourtant, après ça, t'as dû lire un message pour aller. Ouais, là, je m'en suis souvenu après. Mais le moment où honte, genre, tu te fais nommer comme étant la personne qui est éliminée de Survivor, puis le moment où tu sacs ton camp du conseil de tribu, moi, c'est un blur, là. Fait que des fois, c'est en réécoutant l'émission que j'ai fait « Ah oui, c'est vrai, j'ai dit ça! » Parce que je me rappelais pas ce que j'avais dit. Fait que, tu sais, je me dis, à voir si la réaction de Gabe était comme sur le coup de l'émotion, si c'était réfléchi d'une manière ou d'une autre, ou si ça va être indicatif de comment il pourrait soit créditer Caroline plus tard dans la game, si elle sera à la fin ou non. Yeah. Mais je trouvais ça intéressant comme un petit truc de « Ok, est-ce que ça pourrait avoir une influence sur la game de Caroline? » Mais je pense pas que c'était assez gros pour ça, mais on sait jamais. Il y a eu, je l'ai mentionné brièvement, il y a eu quand même un gros spotlight sur Tini au cours de l'épisode au niveau de son état émotif, où ce qu'elle est rendue, tu sais. Aussi comment qu'elle joue la game au niveau de... Elle pensait pas être autant émotive puis de pas être capable de se sortir de là. Fait qu'il y a toute cette rétrospective-là de... Elle joue pas de la manière qu'elle s'attendait. Ça la fait chier un peu. Elle s'est fait mettre on the outs à plusieurs reprises. Puis son sac a littéralement pris feu là, durant l'épisode. Là. Je vais juste faire un petit commentaire parenthèse rapide là-dessus. Leur feu a l'air tellement pas sécuritaire, tellement trop proche de tout. Genre, je sais pas, il me semble que leur campement il est setupé bizarrement. Là, comme un moment, il y a quoi d'autre que leur sac qui va cramer. Là. Ben, ça s'est déjà vu, hein. Je sais. Un tribu qui revient d'une épreuve puis que leur camp a brûlé. Là. Je sais. Fait que moi, je regardais leur camp, j'étais comme, me semble que c'est tellement pas safe pour leurs choses, justement. Ils sont à un coup de vent malencontreux de perdre leur camp au complet. Imagine s'il y avait encore l'idole de Rachel dans la bâche. Plus d'idole. Ou elle fait juste tomber parmi la cendre. Jeff, j'aimerais jouer ses cendres. Il y a moins d'immunité là-dedans. This is half an idol.
Mais ouais, Tini qui avait un peu un arc narratif dans cet épisode-là sans avoir une grosse influence sur le vote, malgré qu'elle aurait pu, parce qu'elle hésitait entre faire le move comme Geneviève tout de suite ou pas pour prendre sa vengeance, mais en gros, c'est pas le moment. Je trouve que ça, c'est une des choses qui prépare pour soit le prochain épisode ou des futurs épisodes à venir dans la saison. Tini, ça fait un moment là, qui est plus tant visible dans les épisodes, à part qu'il est dans les mauvais plans tout le temps. Genre. Ouais. Fait que je trouve que ça a fait du bien aussi de remettre le spotlight sur quelqu'un. En même temps, j'étais comme un peu confus par rapport à. J'étais comme, tu sais, après le feu qui pogne dans son sac, elle a un bon confessionnal un peu de motivation de comme, OK, genre ça c'est un signe, je repars à 9, nouvelle Tini dans la game, go. J'étais comme, OK, elle va faire un gros move, elle va sortir Geneviève, finalement 7-2 game. J'étais comme, alright, ça va être pour un prochain épisode. Mais en même temps, peut-être que, tu sais, je sais pas. Je te dirais que moi, ce segment-là, je l'ai trouvé particulièrement long, mais comme tu dis, c'était rafraîchissant de revoir un peu Tini dans un comme moment plus introspectif par rapport à elle, par elle plutôt, justement par rapport à son identité, par rapport à comment elle se sent, son niveau de confiance, etc. Je trouve ça super intéressant de voir ce moment-là, parce que ça a été une saison quand même plus évacuée de moments introspectifs comme ça des joueurs. Puis moi j'aime quand il y en a, j'aime juste pas quand il y en a trop, parce que là sinon ça feel comme un peu too much. Mais là, dans une saison, il n'y en a pas eu beaucoup. D'en avoir un, j'étais comme, ok, ça va, ça passe, c'est super. C'était pertinent dans le contexte de Tini qui expliquait sa game, puis qui expliquait sa position dans la game, puis comment t'espères un peu jouer en arrivant. Puis même son début de game qui était très solide. Je me rappelle les premiers épisodes, on était comme Tini, wow. Puis là, on est comme 10 épisodes plus tard, puis on est comme, ouais, Tini, c'est plus rough. Elle en arrache. Puis elle est encore là, mais tu vois que son niveau de traction dans le jeu est relativement faible. Puis ça m'a fait réfléchir un peu à quand. Puis c'est un peu un parallèle que je faisais avec Gabe plus tôt, quand je disais qu'il y avait des relations, puis était capable de les utiliser dans le jeu. Je trouve que Tini, elle, c'est un peu l'inverse, où elle a des relations aussi, mais elle n'est jamais capable de les utiliser. T'sais, les gens apprécient Tini, les gens veulent jouer avec elle, sauf que quand vient le temps de faire le plan, ben souvent c'est Tini qui saute un peu dans les personnes essentielles, ou justement c'est ses alliés qui se font cibler, fait qu'elle se fait laisser dans le noir parce qu'elle a peut-être pas assez de relations, ou elle a pas assez utilisé ses relations dans un contexte de travail à Survivor pour après ça se faire garder en contexte que Gabe avait. Tu sais, comme on allait dire à Gabe, yo, t'es dans merde, tu devrais peut-être faire attention, vice-versa. Le monde vont pas dire à Tini qu'elle est dans merde parce qu'elle l'est pas nécessairement, mais ils vont pas non plus dire à Tini, tes alliés sont dans le trouble. C'est arrivé, je dis pas que c'est jamais arrivé, mais puis après ça, ben, une fois qu'elle se fait dire ça, ben, elle est pas capable nécessairement d'acter là-dessus comme avec Saul, où elle s'est fait dire hey, Saul, ben, je sais plus si c'était Saul lui-même qui avait dit ou quoi, mais tu sais, elle a su l'information que Saul était dans la merde, elle a essayé de faire de quoi, puis ça a pas marché. Ouais, mais en même temps, il y avait tellement de chaos dans ce contexte-là. Là. En effet. Mais je suis vraiment d'accord avec toi au niveau de. Comme c'est une bonne personne au niveau de faire ces liens-là, mais après ça, d'être gardé dans la loupe et de rendre ça utilitaire, ça ne l'est pas. T'sais. Exact. C'était un peu ça le début de l'épisode aussi, là, par rapport au move de Geneviève sur Saul. Tini qui se sent humilié puis qui pète un peu sa coche. Puis tout le monde est comme ah, c'est fine. T'sais. Mais le début de l'introspection commence là. Ouais. Mais tu vois que ça a été un moment, je pense. T'sais, on a tous des moments quand t'es sur les îles où tu pognes un peu ton Waterloo, comme mes parents aimaient dire, puis c'est que t'arrives là, puis tu frappes un mur. Tu penses que ça aide ou que ça aille pas, puis le moment donné, t'es comme tout ce que j'essaie de faire, ça marche pas. Tout ce que je pensais que j'arriverais à Survivor en étant capable de réaliser ou en apprenant, avec tous les apprentissages que j'ai fait sur moi, puis que j'ai grandi dans la vie, je vais être capable d'amener ça à Survivor. Puis le moment donné, parce que ce jeu-là t'amène tellement dans tes retranchements que tu frappes un mur, puis tu te remets en question sur toutes les choses que tu as appris sur toi, ta manière de jouer au jeu, etc. Puis je pense que ça a été le moment où Tini a atteint ce moment-là, puis là, c'est plus comment tu te relèves. Puis j'ai aimé la philosophie de Tini là-dessus, de se dire, ok, il y a clairement des trucs qui marchent pas, j'ai clairement pas joué la game que j'ai voulu jouer à date, mais je suis encore dans le jeu, puis j'ai encore la possibilité de
devenir la Tini que je veux être dans le jeu. De m'assumer, d'assumer mon jeu, puis de me mettre à réaliser ce que j'avais en tête de réaliser en m'inscrivant à Survivor, en embarquant sur les îles. Puis ça, je trouve ça super intéressant. Ouais, puis c'est de quoi qu'elle a commencé à mettre un peu en place durant cet épisode-ci. Il y a un moment spécifique où que Sam l'approche pour voter out Gabe. Puis elle est comme down, mais on a vu après ça, elle en solo, qui est comme je veux pas être à 100% attaché à cette alliance-là. C'est purement stratégique ici. C'est pas je suis attaché à cette personne-là, puis c'est mon ride or die jusqu'à la fin. Ce qui était pas mal, c'est la kryptonite qu'elle disait depuis le début. C'est que aussitôt qu'elle faisait de quoi à quelqu'un, elle était comme pris avec cette personne-là, puis elle savait pas comment naviguer autour de cette personne-là. Là, c'est comme on est ensemble pour le vote, that's it. Fait qu'après ça, Tini peut faire ce qu'elle veut par la suite. Ben c'est ça. Ça aussi, c'est quelque chose que je trouve qui est très, très intéressant que tu as mis le doigt dessus. Le faire la séparation entre le joueur que t'es puis la personne que t'es, c'est un des plus grosses claques que tu peux te manger. Puis je pense que tout le monde aussi a un peu ce moment-là. Il y en a qui sont plus équipés que d'autres pour séparer. Ça peut être même comme au travail. Il y a des collègues de travail. Tu peux arriver dans un contexte de travail et tu te dis c'est mes collègues, c'est pas mes amis. Puis en même temps, ça peut arriver très souvent où t'es comme non, c'est mes amis aussi. Puis je développe, tu passes tellement de temps avec ces gens-là que tu développes des relations plus personnelles avec. Puis là, quand, mettons, tu as des situations dans le milieu du travail qui sont plus touchées, qui sont plus difficiles, ben là, c'est là où tu as un clash. Puis là, ça frappe. Puis là, c'est là où tes émotions y embarquent. Puis c'est difficile. Tu as la même chose à Survivor où tu essaies de dire c'est mes collègues, c'est mes ennemis, c'est des co-joueurs. Mais en même temps, quand tu passes 24 heures sur 24 dans tes moments les plus vulnérables, tu t'attaches à ces gens-là puis à différents degrés. Mais plus t'es empathique, plus t'es quelqu'un comme ça qui s'attache aux gens, puis c'est quelque chose que moi j'ai moi-même vécu, tu sais, j'étais comme ça tu deviens attaché à ces gens-là, puis quand vient le temps de devoir les couper, ou quand vient le temps de devoir penser stratégique, oh là le cœur y embarque, puis ça devient difficile. Puis c'était intéressant de voir Tini expliquer ça avec quand même je trouvais une manière de le dire qui était très intéressante. Yeah. Puis, par rapport à cette alliance-là, donc c'est une alliance avec Sam, tu l'as mentionné aussi. Il y avait aussi Andy dans cette conversation-là. Andy qui, on l'a vu un peu naviguer différentes relations sociales dans cet épisode-là. Premièrement, son retour du conseil de tribu où il est allé voir Geneviève pour un peu prendre le pouls de leur alliance, de leur relation. Parce que, veut pas, depuis la fusion, Andy et Geneviève se sont rapprochés. Et c'est les premiers à avoir lancé le nom de la tribu des Bleus comme étant comme c'est ce qu'on devrait faire ce vote-ci. Et tout de suite après, on a vu Andy se dire ok, ben là j'ai des bonnes relations avec les Rouges. J'ai réussi à quand même avoir des bonnes relations avec Sam et Rachel. Là, j'aimerais aussi avoir des options du côté des Bleus. Et là, il est allé voir Sue. Qui, dans le moment le plus un peu. Ben comme, tu sais, il est allé voir Sue, ça c'était correct, c'est comme, il est allé voir Sue, comme, hey, je veux qu'on travaille ensemble, je veux qu'on joue ensemble, puis il se donne des options de ce côté-là, puis ça semblait être réceptif, puis bien marcher du côté de Sue. Là, ce que je me pose comme ça, on reviendra au moment, je pense aussi, peut-être controversé aussi, de Sue, mais je me demande si là, le fait que t'as Andy qui a créé ce pont-là avec Sue pour immédiatement le briser en sortant Gabe, quand Sue, on le sait très bien, était la partisane numéro 1 de Gabe plus que probablement sa mère. Fait que genre, je fais des blagues là, mais tu sais, comme qui était très 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 proche de Gabe et qui prend la trahison très mal, qu'on a pu le voir avec Gail. Ben, j'ai hâte de voir un peu, est-ce que ce moment-là de Andy qui s'ouvre des options est positif pour lui à la fin ou va se retourner contre lui? Moi, j'ai trouvé qu'Andy, de la façon qu'il naviguait, ça se rapprochait de ce que Rome a fait en début de Merge, de jaser avec plein de gens individuellement. Puis il y a même, dans la discussion avec Sue, il a même tourné certaines informations parce qu'il a dit que Kyle avait nommé elle et Caroline de Dumb et Dumber. Tweedledee et Tweedledum, ouais. Ouais, Dumb et Dumber, un peu la même chose. Ouais. Fait que je suis comme... Moi, Andy, cet épisode-là,
je trouvais que c'était son focus qu'il avait dessus, je trouvais que c'était le début de la fin d'Andy. Je trouve que le monde va se rendre compte que depuis qu'il est on the outs, il est pas mal. Il va faire des relations avec pas mal tout le monde, puis tout le monde vient y parler. Ouais. Depuis la trahison de Sam et Sierra, tout le monde vient de parler à Andy. Puis, je veux pas dans cette saison-là, j'ai l'impression que quelqu'un va mettre le doigt dessus, puis ça va être plus tôt que tard. Ben, c'est ça que. Mais ce qui peut être intéressant avec cette situation-là, c'est soit qu'il va se rapprocher de Sue en disant comme, hey, tu sais, le plan était Gabe, il y avait rien que je pouvais faire. Mais tu sais, ce que je t'ai dit avant est vrai, puis tu sais, comme il se rattache à Sue, puis Sue se rattache à lui comme étant comme son nouveau Gabe, si on veut, tu sais. Surtout en plus que Carolyn, qui avait une relation proche avec Sue, l'a aussi trahi. Ou soit, en effet, ben, ça crée un peu l'effet du premier domino qui tombe de Andy a ses mains dans tous les pots de miel en même temps, puis là, ça le rattrape. J'ai vraiment hâte de voir, parce qu'en effet, c'est un très bon point que tu amènes, puis j'avoue que je me suis posé la question. Moi, je le voyais plus comme un positif de, il est passé d'avoir 0 option à avoir probablement le plus d'options de toute la game à date, au moment X là, de cet épisode-ci, où il peut aller avec du monde des rouges s'il a envie, il peut aller avec ses jaunes, parce que t'as Rachel qui est comme, je pense que finalement, Andy, c'est mon gars. T'as Sam, clairement, qui parle encore d'informations, puis qui dit à lui puis à Tini, genre, je veux qu'on soit notre trio. T'as Gabe qui justement qui était proche des Bleus, qui a comme des lignes de communication ouvertes avec Sue maintenant, mais aussi avec Gabe auparavant. Fait que je suis comme, le gars s'est ouvert le monde des possibles, mais c'est sûr que c'est une lame à double tranchant si les gens se rendent compte que ben, t'as trop de trahison back-à-back. Mais ça peut aussi être bon pour toi. Puis ce que j'ai compris vraiment dire, c'est Survivor Chalet, mon chum. Mais je trouve qu'il commence à créer des petits mensonges ici et là. C'est ça qui vient le plus m'accrocher dans les options qui s'ouvrent. C'est qu'il s'ouvre de façon un peu boiteuse, que si le monde y fact-check, ça se peut que ça revienne contre lui. Mais en même temps, l'affaire, ben c'est pas la première fois qu'on entend que les gens disent qu'il y a eu des propos qui ont été dits à propos de la relation de Sue et Carolyn. Fait que je sais pas à quel point c'est déformé ou c'est comme... Moi, je t'avoue que je me posais la question, parce que c'est sûr que, en effet, s'il fait comme Rome, puis je suis le premier à dire que ce que Rome fait, ça va y brûler, je vais garder le même discours. Je vais garder le même discours. Mais là où je me pose la question, c'est que je sais pas à quel point ça a été comme de la traficotation d'informations, ou si c'était... Parce qu'il est souvent à juste aller donner de l'information à plein de monde, parce qu'il y en a plein. Fait que je sais pas après ça si cette information-là est vraie ou pas, ou si c'est juste qu'il choisit son information. Ouais. Mais ça se peut en effet que ça revienne un peu à ça. C'est juste que venant de Kyle, j'ai pas l'impression que Kyle aurait dit de quoi similaire à ça. Ben, moi non plus. Fait que c'est pour ça que je suis comme... En même temps, ça m'a surpris d'entendre ça. Mais en même temps, j'étais comme... Puis en tout cas, c'est la meilleure chose à dire à Sue si tu veux la rendre dans ta barnouche, là. Puis on a vu là, le montage de Sue qui est juste comme... À jouer émotivement. Ben oui, puis là, c'est juste un montage de 3 minutes de elle qui dit à quel point elle haït Kyle. Puis il y a eu un moment controversé, là, d'ailleurs, qui est sorti de ce morceau de clip-là. Ah ouais. Ben, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, là, le monde se sont retournés contre Sue big time. Puis c'est qu'à un moment donné, elle mentionne, genre, il arrête pas de parler que... Kyle arrête pas de parler qu'il est pauvre, puis blablabla. Puis ça a vraiment pas passé sur Internet, là. Ouf. Fait que... Ben, j'ai pas remarqué ça passer. Je suis comme... Ben, tu sais, j'avoue que moi, quand je l'ai entendu dire ça, puis ça m'a fait tilter, j'ai fait comme, ah, ok. C'est comme, t'as le droit de penser ce que tu veux, mais c'est un peu weird comme commentaire à dire. Puis après ça, j'étais comme, c'est weird du show de le montrer. Surtout que le show, il est quand même très partisan de relativement bien faire paraître les gens aussi, là, tu sais. À moins que tu sois vraiment un trou de cul, ils vont quand même essayer de pas non plus de dunker autre que par le jeu, genre. Fait que là, j'étais comme, ok, c'était weird. Ça faisait un peu... un peu étrange, puis ça s'est retourné contre Sue, où comme Sue est passé de ah ouais, je pense qu'elle pourrait gagner, nanana, à genre yo, Sue, je l'aime pas, je l'ai jamais aimé. J'étais comme ah, le discours il flippe sur un scène, puis c'est fait, c'est mérité considérant les propos, mais ça m'a fait hop là.
Elle a pris une des bagues dans le score de popularité là, cette semaine. Mm. Mais penses-tu qu'elle va partir avant Kyle ou Kyle va partir avant elle? Je pense que Sue va partir avant Cal. Oh! Ben, tu sais, en même temps, c'est ton winner pick, fait que. J'avoue Parce que que. Cal va gagner la saison! Ben, ok, j'ai une question à te poser. Ouais. Et puis là, on va un peu dans le jeu hypothétique de se poser, de se faire des scénarios. Mais, admettons que Kyle réussit à se faufiler d'une manière ou d'une autre, là, principalement là, par les immunités, mais à la fin. Comment est-ce que tu penses qu'il devrait pitcher son truc pour gagner? Parce que est-ce que tu penses qu'il devrait... Ben en fait, je vais te laisser je vais pas te guider dans ta réponse, là, mais comment tu penses qu'il devrait pitcher son cas pour gagner? C'est tough parce que en ce moment, je pense pas qu'il y a le CV assez fort, outre que tout le monde veut me sortir depuis le début du merge, puis je gagne le plus d'immunité que je peux. Mhm. J'ai l'impression qu'il faut qu'il reste un peu humble là-dedans, en même temps de reconnaître la menace qui a été, ce qu'il sait en ce moment déjà, là, fait que ça va. Mais ça va prendre un peu plus, je crois, d'ici le Final Tribal, à mettre sous son aile, à mettre dans son coffre à outils pour ressortir ça, puis dire pourquoi qu'au début, je n'étais pas avec Gabe, disons, puis que je me suis reviré contre lui, des choses comme ça. Là. Puis, il y a plusieurs moments où Kyle a tenté des choses, mais pour l'instant, il est un peu trop passif. Fait que c'est d'expliquer pourquoi il était passif. Je pense qu'il doit vraiment justifier les portions de sa game, en plus de se rajouter au moins un petit move de plus. Là. Je parle pas de trahir tout le monde qui est avec toi, puis de t'en Ouais. virer, puis... Mais... Je pense qu'avoir le collier d'immunité, des fois, ça a peur, des fois, ça a deux effets potentiels. C'est sûr que ça va t'amener à être passif ou ça va t'amener à surjouer parce que tu te dis, anyway, je suis safe, fait que je peux faire ce que je veux sans trop de répercussions. Ouais, c'est ça. Mais je pense que dans son cas, ça l'a amené à être plus passif, justement, s'il était comme, je suis safe anyway. Comme, Exact. faut pas Mais m'éliminer. s'il justifie ça, puis qu'il explique pourquoi, puis que le monde sont réceptifs à ça, puis qu'après ça, il rajoute ses bons coups, ben, je crois que c'est le même qui peut vraiment vendre son portfolio au jury. Mhm. Mais Mais, juste avec ouais. les victoires, je pense que ça va être difficile pour cette saison-ci. Disons que les seuls moves qu'il y a, c'est de gagner plein d'immunités d'ici la fin. Là. Mhm. Je pense pas que ça va être suffisant pour le faire gagner. Ouais. Mais c'est ça, j'allais dire, s'il bat le record, parce que là, il est à 4 victoires d'immunité. Ouais. Le record, pour égaler le record, c'est 5. Il Mhm. reste clairement suffisamment d'épreuves d'immunité pour qu'il brise ce record-là. Penses-tu, un, qu'il peut y arriver? Et deux, penses-tu que s'il bat ce record-là puis il se rend à la fin, ça serait comme une marque qui pourrait le faire gagner? Ou encore, il faudrait quand même qu'il un peu ait plus d'agentivité dans sa game? J'ai l'impression, à cause des gens qui sont là dans la saison, ça va y prendre un peu plus de gentilité dans sa game. Ok. Ouais. Ben moi, c'est ma perception aussi. Tu sais, comme quoi que battre le record est quand même incroyable, puis Oui, s'il réussit à le ben faire. oui, sauf que c'est ça, c'est de prendre ça à ton avantage, de OK, là j'ai le collier, puis là je peux utiliser cette protection-là pour faire les moves que j'ai besoin pour Mhm. me donner une victoire. Tu sais. Ouais. Fait que je pense que c'est de prendre l'occasion aussi, de reconnaître les opportunités que tu as quand tu les as. Ouais. C'est sûr qu'en début de merge, quand tu gagnes 3 fois le collier d'affilée, c'est un peu difficile de te faire oublier. Là. Ouais. Non, Fait c'est que si clair. tu calls un move, ça risque de se revirer contre toi. Tu sais. Ouais. Mais pour revenir à Carl dans cet épisode-ci, on l'a vu quand il a gagné le Reward Challenge, dans le fond, il était séparé en trio. Et son trio, ils ont été full en avance, puis Oh, ils ont ils ont dominé. dominé, puis ils ont gagné. Là, donc avec Rachel et Sam. Et déjà, au Sanctuary, lorsqu'ils jasaient, Carl a déjà tâté. C'est lui qui a commencé à tâter le terrain pour Gabe. T'sais, on avait vu la convo avant Andy Genevieve, fait qu'on Mhm. savait que Gabe et Carl étaient dans les potentielles cibles. Mais là, d'avoir Carl qui commence à tâter le terrain pour sortir Gabe, moi, ça me rassure au niveau de sa game stratégique, qui va être capable de reconnaître certaines opportunités. Je pense pas que Kyle va être la personne qui va faire les plus gros moves d'ici la fin de la saison, mais de faire assez de moves pour y assurer une place plus loin, ça peut être suffisant avec
toutes ses victoires individuelles. Ouais, puis je pense que les gens l'apprécient, à part si tu t'appelles Susme, là, mais comme les gens l'apprécient, je pense qu'il a quand même l'air d'une bonne personne, il a l'air d'être une nice présence, il a l'air de comme que les gens le respectent puis le considèrent positivement. Donc, j'ai comme je pense qu'il y a comme il y a un chemin vers la victoire pour lui que je voyais moins en début de fusion parce que je me disais c'est comme genre Joe Anglim ou whatever, la seconde ou par une immunité, c'est le premier qui part. J'ai l'impression que depuis un petit bout, à chaque fois que quelqu'un veut travailler avec les Bleus, passe par soit Kyle ou Caroline en premier. Ouais, c'est vrai. Oui, il y a eu des exceptions. Geneviève qui a parlé avec Sue, c'était juste une circonstance, là, mais j'ai l'impression que Andy, Sam sont passés par Kyle. Rachel est passée par Caroline, des choses comme ça. Ben, puis aussi, c'est les deux qui ont été le plus willing d'aller voir ailleurs. Ouais. Tu sais, genre Caroline qui est allée voir volontairement des gens de. Là, c'était dans ce cas-ci, je pense que c'était Andy puis. C'est soit Andy puis Rachel ou Andy puis Tini pour dire genre, hey, pour vrai, je pense que je serais game de considérer à sortir Gabe. Tu sais, elle a été faire les premiers pas, puis même chose pour Cal qui, quand tu le mentionnais avec sa récompense avec Sam puis Rachel, d'aller faire le premier pas, puis de faire comme, je pense que c'est le moment de couper un des bleus. Ça monte, tu sais, je pense que c'est ça. Les joueurs qui ont le plus bénéficié de l'ouverture des autres, c'est ceux aussi qui ont fait le premier pas pour se dissocier des bleus, pour des bleus originels, pour jouer une game un peu plus ouverte de leur côté. À voir si ça va les avantager ou les nuire. Parce que veux pas, maintenant que Gabe est plus là, physiquement dans les épreuves, Kyle est de loin la plus grosse. Puis il a toujours été. Mais là, il n'y a plus le plan B de si Gabe est là comme backup ou quoi. J'ai l'impression que ça peut mettre Kyle techniquement dans une position d'encore plus genre faut absolument que tu gagnes. Parce que les gens auraient peut-être été game de faire Gabe avant lui. Si Gabe avait été encore dans le camp, puis aucun des deux gagnait l'immunité, mettons. Ouais. Mais dans ce cas-ci, on a Kyle qui a remporté l'immunité. Contre Sue, encore une fois. Ouais, Sue qui a quand même. Et il y avait Sam également en tant que finaliste. Là, fait que Sue reste son premier rival dans les épreuves d'endurance, en tout cas, parce que c'est surtout ça qu'on a eu. Veux pas. Exact. Depuis le merge. Moi, je suis intéressé un peu de peut-être le dernier segment un peu plus stratégie avant qu'on parle rapidement des épreuves. C'est la conversation, encore une fois, à l'épreuve de récompense, après l'épreuve de récompense, en fait, au Sanctuary, où on a vu Rachel puis Sam discuter de un peu où leur relation stratégique va. Surtout après le fait que Sam, au dernier épisode, est allé révéler ce que Rachel lui avait dit en confidence de soler le plan, puis donc d'exposer Rachel comme étant celle qui a leak le plan. Qu'est-ce que tu as pensé de cette conversation-là, puis qu'est-ce que tu penses que va être le futur de cette relation-là? Ouais, je trouvais que c'était comme un peu l'envers de la conversation Rachel-Andy, genre. Voici la conversation s'il y a un potentiel de travailler ensemble, Rachel-Andy. Voici la conversation s'il n'y avait pas de potentiel de travailler ensemble, Rachel et Sam. Parce qu'elle a menti à plus qu'une reprise. Puis vraiment, la chose qui a fait, je pense, mettre Sam en dehors des plans de Rachel, ben c'est avec le vote de Saul, l'information qu'il a leak, puis que lui-même, il a créé tout le chaos qu'il y a eu. Là. Ouais, c'est ça. Il a été le dernier coup de briquet là, pour que ça flamme dans le camp. Là. Fait après ça, Rachel est vraiment pas certaine. Elle lui fait pas confiance du tout. Puis elle est comme, est-ce que je veux continuer de travailler avec lui? Pas certaine que ça me tente tant que ça. Puis aussi, ce que je trouve intéressant, puis ce qui pourrait mener à justement un point de non-retour entre ces deux-là, c'est que pour moi, Sam est celui qui sait probablement à quel point Rachel peut être bonne à Survivor. Puis est bonne à Survivor. Ouais. Je pense que c'est un truc qui a eu le plus de regard sur son positionnement, sa manière de jouer le jeu. Puis c'est souvent celui qu'on entend comme un peu mentionné comme « Hey Rachel, va falloir faire attention ». Ouais, selon moi, l'autre personne, ça pourrait être Caroline. Puis Rachel, Caroline, se parlent énormément parce que les deux jouent de façon très similaire.
Puis ça a été un des pitchs de Rachel durant l'épisode. Elle était voir Caroline, puisque Rachel, même durant l'addiction au Sanctuary, elle a laissé plus les gars jaser entre eux au niveau de sortir Gabe. Puis d'avoir Geneviève en plan B, là. Mais elle était plus d'avis de sortir Geneviève en premier. Puis c'est justement la conversation que j'ai mentionnée un peu plus tôt avec Caroline, qui est comme, t'es sûr que tu veux sortir Gabe? Parce que Geneviève, elle joue un peu plus furtivement comme nous. Gabe, c'est un bouclier. S'il part, il reste juste Carl qui nous protège. Après ça, on va se faire regarder. Fait que, Rachel est un peu plus de ce côté-là, de vouloir se protéger d'avance. Puis comme tu as dit, si Sam connaît si bien Rachel, elle va se revirer contre lui. Elle va voir ça comme une menace. Rachel, pour vrai, j'ai l'impression que si Carl se rend loin, c'est aussi grâce à des joueuses comme Rachel qui vont vouloir le garder plus longtemps, de faire des plans un peu on the side, de comme, lui, c'est une menace facile. Ouais. Aussitôt qu'il n'y a pas son immunité et qu'on sent qu'on manque de temps, on le sort. Mais d'ici là, on a encore beaucoup de nombre pour faire des choses intéressantes, pour sortir des cibles un peu plus subtiles. Ouais, j'ai l'impression que c'est peut-être plus facile de convaincre un grand nombre de gens de sortir Kyle, parce que c'est tellement évident comment il est une menace, versus d'autres, il faut que tu rentres dans la stratégie, il faut que tu rentres dans les subtilités de leur jeu, puis en exposant ça, c'est que ça montre que tu es capable de lire ça des gens. Ouais. Fait que c'est à double tranchant. Tandis que de dire Kyle, bon, immunité, dangereux, victoire à la fin, voilà. Tu sais, comme. OK. C'est ça. Tu sais, comme tu peux résoudre. C'est ça, c'est comme plus. C'est plus tape à l'œil, le niveau de danger. Puis c'est plus. Tu sais, c'est là où, rendu à une post-fusion, si t'as des gens qui vont regarder plus en surface, qui vont pas nécessairement creuser. Ce qui est pas nécessairement le cas des gens dans cette saison. Je pense que les gens vont chercher le plan, tu sais, le plan B, le plan caché, qui me mentionnait à l'épisode 1. Donc, par John Lovett, c'est ça, tu sais, comme, c'est quoi le plan caché, c'est quoi le plan dont je suis pas au courant, puis les gens sont willing d'aller réfléchir à ces plans-là, plus que dans d'autres saisons, mais en effet, je pense que Rachel, t'as raison de dire ça, elle va être capable de garder peut-être Cal en disant plan facile plus tard. Ben, et même aller le voir, elle était comme, t'es sûr que tu veux faire Gabe parce que t'es le prochain? Là. Ouais. Puis genre, je sais, mais il y avait autant peur de Gabe également. Là, fait. Ouais, puis c'est fair, là. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est le genre de move qu'on va pouvoir juger pour Cal seulement en fonction des résultats. Tu sais, il y a des moves que tu peux juger pour un joueur ou un autre plus en fond. Tu sais, que tu peux déjà avoir une idée de comment ça va, comme si ça va été un bon move ou pas. Court terme, tu sais, exemple, Geneviève, sans avoir nécessairement tanké sa game, sortir Soul a vraiment. Je trouve, était déjà influençait négativement sa game dès le moment où le move est parti. Ouais. Tandis que, dans le cas de Kyle, sortir Gabe, c'est plus difficile de voir les conséquences négatives potentielles de ce move-là rapidement. Fait que d'évaluer si c'est un bon move ou un mauvais move, je pense qu'on va le savoir selon la finalité de la game de Kyle sur où les répercussions de ce vote-là. Fait qu'on va peut-être savoir au prochain épisode. Ouais, certainement. Puis pour finir avec Geneviève, avant d'embarquer sur la petite négociation, je pense qu'on devrait parler avant d'aller au Tribal. Là. En effet. Mais Geneviève, elle qui, au final, Andy avait dit à Tini au Tribal Council, une scène qu'on n'avait pas vue, là, que c'était Geneviève qui avait fait le plan. Puis Geneviève, elle sait quand elle revient au camp que tout le monde sait que c'est elle, au final, malgré le chaos qu'il y a eu. Fait qu'elle sait qu'elle doit faire attention à partir de maintenant. Fait que ça fait, je trouve que ça vient encore plus confirmer ce qu'on disait par rapport à ce move-là, de comme, elle s'est peinturée dans un coin, puis là, elle doit être passive pendant un petit bout, à la place d'avoir sorti des cibles plus importantes, puis de sortir Soul quand il était un bon moment, que le monde était vraiment down, puis que ça aurait fait moins de vagues. Ouais, puis ça, elle s'est peinturée dans un coin, puis tu dis qu'elle doit être subtile. C'est qu'elle doit être subtile dans un moment où en plus là, tous les regards sont sur elle, puis donc tout inciterait à être chaotique ou à être comme plus proactif, mais c'est... Puis tu sais, on s'entend là, le vote là, elle y a échappé de belle. Oui, c'est ça, puis je trouve qu'on l'a pas tant vu, tu sais, je pense qu'elle a tenté de juste comme écouter ce que le monde avait à lui dire comme plan, suivre ce plan-là,
Puis même quand Gabe est venu la voir pour faire comme c'est toi qui as starté ça, parce que c'est mon toit, et comme ben non, là, c'est pas moi qui ai starté ça. C'est comme on dirait qu'elle comme elle sait qu'elle est en danger, mais elle veut pas trop en faire pour pas plus la mettre en danger. Fait que comme je me croise les doigts que je suis là demain matin, puis on s'arrangera là-dessus. Ouais, puis ça, pour moi, ça vient tanker ses chances de gagner à la fin, parce que là, c'est quand t'as un vote où c'est comme basically je me croise les doigts. Tu sais, je veux dire, c'est pas nécessairement que ça réduit ses chances à 0, mais c'est sûr que ça va être un point contre elle au conseil de tribu final si elle s'y rend. Ouais, c'est ça, parce qu'elle n'est pas activement en train de faire autre chose, c'est d'autres gens qui lui sauvent la peau. Genre. Exact, c'est ça. Elle sauve pas la peau elle-même. Exact. On va voir. Donc, tu parlais de la négociation? Oui, une négociation de riz qui revient une autre saison, mais pour une fois, j'ai trouvé que c'était intéressant. Ouais, moi, je ouais. Comme les autres fois, je voyais la pertinence, là, surtout que dans cette saison-ci, ils n'ont pas mangé de riz depuis le début de la saison. Ouais, mais c'est ça, j'ai l'impression. Question mark? Ouais, ben il y a des tribus qui étaient comme, hey, on n'a pas mangé, j'ai juste pas mangé de riz encore, puis j'étais comme, ah, Survivor US, c'est vrai que New Era Survivor US sont plus violents que le Québec niveau bouffe, là. Ben, il me semble que là, je sais plus si c'est à jour, là, il y avait eu soit en début de nouvelle heure ou juste avant, Jeff qui parlait justement de voici la quantité de riz qu'ils ont maintenant, puis c'était comme la fin d'une poche. Là. Ouais. C'est comme c'est ce qu'ils vont avoir, mis à part les récompenses ou d'autres riz qu'ils peuvent avoir plus tard. Fait qu'il était comme c'est la portion minimum qu'on peut donner pour pas que ça soit dangereux. Genre, j'étais comme puis là, il en donne juste plus. C'est crazy, là. Ouais, non, ça a l'air assez intense, les nouvelles fonctionnements de la bouffe. Parce que c'est beau que t'as un flint, mais si t'as pas de riz, ben tu sais, le flint puis le feu sert à autre chose que juste la nourriture, mais c'est quand même une des grosses raisons de pourquoi tu veux du feu à Survivor, c'est que tu peux te préparer à manger, parce que pratiquement tout ce que tu manges passe par le feu ou presque. Fac, j'avoue que j'ai été étonné. D'où le fait que là, la négociation du riz va peut-être pousser des gens à vraiment, vraiment comme pousser pour ça, même si techniquement, bah tu sais, là, ils sont au quoi, jour 15, 16, 17, peut-être même plus. Quasiment jour 20, je sais pas quel jour ils sont à ce niveau-là. Mais tu sais, ils sont 9. Ouais, c'est vrai qu'à la fin, ça va quand même vite. Ils ont genre des éliminations à tous chaque les jour presque. Fait qu'ils sont peut-être comme au jour 18, mettons. Là. On va dire. Ouais. More or less. Puis tu sais, c'est sûr qu'une semaine sans rien manger, c'est pénible. Là. Fait que je dis pas que comme... Ah oui, ben oui, c'est littéralement jour 18, je viens de trouver le chiffre. Nice. Fait ouais, parce que il me semble que l'autre d'avant avec l'encan, c'était genre Gabe qui avait pas mangé en 16 jours. Ouais, c'était 16, puis il y avait un jour de break, puis il y avait une épreuve de récompense. Ouais. Fait que... Mais ça, il y en a qui ont tout un peu mangé. Il y a eu le auction aussi qui a donné de la bouffe, sauf Standy, entre-temps. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de... Il n'y a pas eu de riz mentionné tant que ça ou quoi. Fait que, en tout cas, intéressant à garder en tête pour la suite. Mais ouais, c'est ça. Fait que la négociation de riz. Ouais. Puis là, Jeff qui est... Ben, négociation. Jeff qui est comme 4, je bouge pas. Ils ont même proposé 3, puis il était comme non, 4. Mais ça, je trouvais ça intéressant. Ça, j'ai aimé ça que, tu sais, autant qu'on chialait sur Jeff qui était comme, ah, vous voulez pas vos poules, ben on va vous donner des œufs. Tu sais, comme où j'étais comme, mon Dieu, Jeff était tellement plus rough. Avant, c'était comme, ah, tu veux pas telle affaire, ben donne-moi ton camp au complet. Genre, fait que là, j'étais comme, ok, c'est un peu, c'est un peu, c'était un peu comme trop facile peut-être pour les jaunes plutôt dans la saison, où j'ai comme fait, ok, ça c'est le Jeff qui tient son bout dans une négociation qu'on connaît. Là. Ouais, c'est ça. Et là, la négociation s'est bougée vers les Shot in the Dark quand Caroline en a proposé 2, puis était comme non. Et Carl a shooté tous les Shot in the Dark de tout le monde. Fait que les 9 personnes sont. Ben 8, puisque Rachel elle a déjà utilisé. Puis était comme sure. Puis là, le monde a commencé à dire oui. Ça, c'était crazy parce que c'est comme voici une twist que vous avez instaurée, mais on vous la redonne. Puis ça a été mentionné par Andy au Trial Council parce que sont revenus sur les Shots in the Dark qui ont été pris, parce que finalement ça a été accepté. Donc les 8 Shots in the Dark qui ont été pris
au final, Rachel se trouve le plus gagnant là-dedans. Là. Ouais. Mais Andy l'a mentionné au Tribal, ça fait juste montrer comment que le monde de cette saison-là veut approcher la game puis comment ils veulent jouer. Fait que là, oui, il y a du monde de bottom, genre Sam, qui hésitait, qui a plus ce filet-là, de comme, si c'est moi, puis tout le monde est contre moi, ben je peux rien faire, je peux même pas me protéger. Mais que 8 autres personnes ont dit oui, puis t'es la seule personne qui dit non, puis c'est ce qui fait que Jeff te donne pas du riz, ça va se revirer contre toi. Fait que Sam, dans tous les cas, il était un peu mal pris, là, puis il était comme, bon, whatever. Mais je trouvais ça quand même intéressant de donner son Shot in the Dark. 8 Shot in the Dark. Ouais, 8 Shot in the Dark, c'est beaucoup, là. Ouais, j'aurais peut-être dit la moitié. Mais après ça, comment tu détermines qui? Ouais, c'est ça. Parce que c'est clairement pas fair. Non. Mais I guess que d'enlever de pas participer à l'épreuve d'immunité, c'est pas fair non plus. Sauf que c'est que t'as juste une chance de la gagner, tandis que là, c'est que t'en as qui gardent leur avantage, tandis qu'il y en a qui les perdent. Fait que je pense que tant qu'à en donner, mieux vaut tous les donner que juste en donner 4, mettons. Ouais. Mais moi, avec, je trouvais ça intense. En même temps, je trouvais ça intéressant parce que ça amène plein de conversations sur l'utilité du Shot in the Dark versus est-ce que les joueurs le veulent ou non, est-ce que c'est un bon truc pour la game ou non. Moi, je me suis jamais caché comme étant un fan du Shot in the Dark. J'ai toujours aimé cette mécanique-là. Je trouve que c'est une des meilleures twists, sinon la meilleure twist du New Era. Même si son taux de succès est très faible, ce que ça amène pour moi dans le jeu de Survivor, le Shot in the Dark, est plus profond que le simple utilisation de base Shot in the Dark de t'as une chance sur 6 d'avoir une immunité. C'est comment les gens approchent chaque vote. Ouais. Puis ça fait qu'il n'y a plus de vote facile. Parce que s'il y a un vote. Puis tu sais, puis je lisais un article de Mike Bloom qui parlait de cet épisode-là, puis qui parlait de l'impact du Shot in the Dark. Puis il disait le nombre de fois que j'interviewais des joueurs à la fin du conseil de tribu, comme quand ils se faisaient éliminer, puis. Tu sais, que je leur demandais, puis est-ce que tu le savais? Il y a plein de monde qui m'ont dit oui. Parce que le monde, ils te le disent quand tu vas pour te faire éliminer. Parce que quand il n'y a pas de Shot in the Dark, parce que le plan est déjà en place, il n'y a rien que la personne peut faire. Ciao, bye! Ouais. Puis tu sais, ça fait que quand tu vas au conseil de tribu, la personne est juste. Tout le monde est un peu amorphe, tout le monde sait le plan, incluant la personne qui se fait éliminer. Il n'y a pas grand chose que tu peux y faire, ou presque. Tandis qu'avec le Shot in the Dark, tu peux pas te permettre d'être aussi transparent avec la personne éliminée parce qu'elle a quand même une chance sur 6 de sortir. Puis tu veux pas prendre ce risque-là parce que si c'est ça qui se produit puis que la personne est safe, t'es dans la chenoute. Fait que ça a comme. Ce que ça amène au jeu pour moi est plus large que juste le une chance sur 6 de te sauver peut-être. Yeah. Fait que de l'avoir comme négociation ici, je trouve ça beaucoup plus intéressant au niveau de l'impact que ça va avoir sur la game que juste quelqu'un qui participe pas à l'épreuve ou qui perd son vote. Ouais. C'est comme non, genre, je te retire ton dernier filet de si t'entends ton nom et que t'as pas de plan. T'es dead in the water. Fait que, comme, je trouve ça intéressant, puis je serais quasiment curieux de voir comment ça peut être amené au lieu de toutes les twists pour enlever des votes, là, de comment que le Shot in the Dark ou d'autres avantages donnés aux joueurs peuvent être négociés pour contrebalancer certaines portions, tu sais. Ouais. Bref. À voir, mais moi, tu sais, c'est la seule manière d'enlever des votes aux joueurs qui me plaît, parce que là, c'est un choix du joueur de dire « Je veux pas mon vote parce qu'il me sert à rien anyway » ou parce que je pense que je peux... Tu sais, même le monde qui décide volontairement de retirer leur vote stratégiquement en jouant ça... Tu sais, je trouve qu'il y a vraiment... C'est le seul truc que je suis comme... C'est de l'agentivité du joueur qui peut être amené soit stratégiquement ou pour se sauver. Fait que ça me dérange pas, tandis que toutes les pertes de vote par rapport pour jouer au Jenga, là. Mais celle-là, je la trouve pertinente parce que c'est encore une fois une décision du joueur. Puis, ce que ça fait, c'est ça, c'est que ça rend les votes plus complexes, ça rend les votes plus sinueux à naviguer. Puis là, le fait que là, plus personne en a, mais j'ai hâte de voir quel impact que ça va avoir. Parce que là, tu sais, ce qui était ironique là, c'est que la personne qui était le. Tu sais, évidemment, les personnes qui se sentent en confiance vont pousser pour que les personnes qui sont dans le bas le donnent parce que de un, ça les rend plus faciles à éliminer. Puis de deux, ben, t'es déjà comme dans une position de supériorité. Fait que c'est souvent plus facile d'imposer ton point de vue quand t'es dans la supériorité. Mais dans le cas de Gabe, ça s'est retourné contre lui. Quoique, Gabe a dit après que. Puis
connaissant son gameplay, ça me surprend pas qu'il aurait jamais utilisé son Shot in the Dark anyway, parce que c'est dans sa philosophie de Survivor, ton vote est plus important que peu importe un 6e de chance d'immunité. Mm-hmm. Puis c'était le même argument qu'il vendait à Sam pour qu'il drop son Shot in the Dark dans la négociation. Fait que ça se tient à ce niveau-là pour Gabe. Fait que je dirais pas à dire genre, ah là, le Gabe a foiré, parce que pour moi, Gabe s'en foutait de son Shot in the Dark. Mm-hmm. Ouais, à la limite, s'il y a de quoi qui s'était passé, j'aurais vu Sue jouer son idole sur lui, là, ben comme... Ouais, j'aurais plus vu ça que lui-même jouer son immunité, son Shot in the Dark, honnêtement. Exact. Mais c'est pas arrivé. Non, exact. Mais en tout cas, négociationnerie intéressante, puis je trouve que ça va amener ça dans une... J'ai l'impression que ça va amener ça dans une direction intéressante pour le futur, autant pour cette saison-ci, là, que qu'est-ce qui se passe avec le manque de Shot in the Dark. Même si c'est pour que quelques votes encore, parce que je pense que ça finit au Final 6 ou au Final 5. Puis là, ils sont rendus quoi? Final 6, me semble. Puis là, ils sont rendus 8. Fait que tu sais, il reste plus grand rond anyway pour l'utiliser. Non, c'est ça. Puis j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner pour la suite de Survivor, puis l'espèce d'économie d'avantages, puis de vote, puis tout ça. Yeah. Conseil de tribu? Comme vous avez au début, j'ai déjà mentionné la seule chose que j'avais dessus. Là, ça a été pas mal des retours sur ce qui avait déjà été dit. Puis, t'es-tu du bon bord, t'es-tu pas du bon bord, blablabla. J'étais comme, il se passait plein de choses que c'était quand même très straightforward. Là, fait que ouais, c'était pas le conseil de tribu le plus. Tu sais, je pense que le gros truc, ça a été surtout je trouvais qu'il y avait beaucoup d'accents qui étaient mis sur Genevieve, puis un peu les contre-coups du vote de Saul. Puis je trouve que ça aussi, ça l'a pas aidé à la mettre dans une position où elle est comme, clairement tu vois l'erreur là, qu'elle a commise, puis ça a été comme mis devant tout le monde que le vote de Saul était une erreur stratégique de sa part ou a eu des conséquences négatives pour elle, ce qui je trouve a comme pas non plus aidé. Ils sont comme, c'est là le survécu au vote. J'étais comme, ça a pas aidé à son stock value. C'était comme un semi-message en même temps d'embrouiller 100% le plan. Malgré que Gabe était au courant que son nom était là. C'est comme, on parle beaucoup de Genevieve, mais ça va être Gabe. Mais watch out Genevieve. Tout ce qu'on a dit, on le pense pour de vrai. Ouais, ben c'est ça. Pour moi, Genevieve est dans une position très complexe jusqu'à la fin de la saison où je sais pas comment elle va s'en sortir. Et en fait, pour être 100% franc, je pense pas qu'elle va s'en sortir. Ben, la seule façon qu'elle s'en sortirait, c'est s'il y a du monde qui vienne la voir constamment avec des plans que eux ont besoin de son nombre dedans. Ouais, parce que c'est sûr que là, maintenant, Genevieve est beaucoup moins dangereuse qu'elle l'était pour moi il y a 2 votes. Parce que là, elle a plus la gentilité qu'elle avait de faire des plans avec n'importe qui, parce que les gens savent qu'elle est dangereuse. Que tu sais, elle a trahi des gens. Fait comme on dirait que son aura un peu dangereuse pour moi a droppé. Puis je sais pas si c'est comme ça qu'ils le sentent sur l'île, mais moi c'est comme ça que je le vois un peu de la maison. Je sais pas, mais il y a quand même du monde comme Sam, Rachel, Tini qui vont vouloir sortir. Ah, mais c'est pour ça que je pense qu'elle va sortir. 3 personnes sur 8, ça fait quand même déjà beaucoup là. Ouais, exact. Fait que moi je pense qu'il y a je pense pas qu'elle va se rendre jusqu'à la fin, mais je le sais pas. Mais j'ai comme l'impression que son parcours vers la finale va être extrêmement complexe. Puis le conseil de tribu là, l'a juste comme encore plus highlighté pour moi. Là. Ouais. Fait que c'est ça, Gabe qui se fait sortir, comme tu as dit, par un vote de 7-2. Les 2 autres votes étaient pour Genevieve, qui était donc le sien, et le vote de Gabe et le vote de Sue. Fait que j'ai hâte de voir comment Sue va réagir à cette nouvelle trahison de Kyle, mais de Caroline et de tout. Mais Kyle a quand même hésité vraiment longtemps avant d'écrire sur le papier. Fait que j'imagine que durant le tribal, puis juste avant, il arrêtait pas de changer d'idée. Been there, done that. Là. Ouais. Mais, man. C'est tough, Survivor. Mais c'est ça qui rend ça si intéressant à analyser. Donc, dans le preview de la semaine prochaine, on a vu deux petits éléments que je trouve intéressants de mentionner. L'alliance des underdogs. Ouais, ben il y a ça. Donc, c'est Sue, Andy, Tini, Caroline et Rachel qui se sont comme fist bump au Waterwell en disant genre yo, alliance. Fait que, à voir. Ben, déjà là, ce que ça montre, ce que j'ai hâte de voir là-dedans, c'est tu vois que Sue et Caroline sont dans le même groupe. Fait qu'est-ce que ça veut dire que les choses ont réussi à
être passé comme du monde en dessous puis Caroline, ou c'est juste comme en surface puis comme tu vas voir le confessionnal la seconde après de Sue qui est comme I'm gonna kill Caroline. Mais mais c'est intéressant parce que je pense qu'il y a beaucoup, en fait c'est les 5 personnes qui sont là ont les games qui se ressemblent le plus ou qui seraient les plus comme durs à départager dans un conseil de tribu final, parce que je trouve que pour moi ils sont soit très similaires ou pourraient aller chercher des argumentaires qui s'entrecoupent. Fait que je trouve ça intéressant, mais je sais pas si ça va se faire pour vrai là. J'ai comme à chaque fois qu'ils montrent une alliance en preview, je suis comme c'est pas ça qui va durer. Et l'autre moment c'était, je pense que c'était Sam qui semblait dire que Rachel avait quelque chose ou semblait manigancer quelque chose. Fait comme un peu pour peut-être un lien vers ce qu'on disait tantôt là, en parlant de Rachel puis de Sam qui leur parcours va peut-être finalement mener à un crash course et une fin abrupte pour un des deux, mais à voir. Ce qui m'amène à te demander qu'est-ce que tu penses qui va se faire éliminer au prochain épisode? Andy. Sérieux? Ouais, moi je pense que Andy, c'était le début de la fin. Si c'est pas Andy, ça va être genre Genevieve, là. Ça va être clean cut Genevieve. Mais Andy, c'est soit là ou l'autre d'après. Toi, tu penses qu'il sera pas... Moi, je pense qu'il sera pas. Il y a quelques semaines, je me suis dit, man, il va se rendre à la fin. Ouais. Mais je sais pas. Niveau feeling, de la façon qu'il commence à se promener parmi les gens, je suis comme, le monde sont trop alertes dans cette saison-là pour laisser quelqu'un se faufiler de même. Ben, honnêtement, ton argumentaire est tout à fait valide, mais on dirait qu'il y a de quoi. Moi, c'est l'inverse. Mon gut feeling me dit il y a de quoi encore avec son truc que pour moi, ça amène plus loin que ça. Mais honnêtement, je pourrais très bien être ici la semaine prochaine en faisant Chris, t'avais encore raison. Puis ça me surprendrait pas là, Ouais. C'est ça qui me fait que j'adore son montage. J'ai aucune idée où ça s'en va. Mais moi, je pense que je vais dire que c'est... Je pense que je vais y aller avec Sam. Moi qui va s'en aller. Je sais qu'il est dans ma tribu, fait que je devrais pas... je devrais pas dire ça dans un sens, mais comme... Ben, Geneviève est bien, ouais, c'est ça. Fait que fair enough. Mais tu sais, comme j'ai l'impression que moi, ça va être encore le typique argumentaire de on sort Kyle s'il gagne pas l'immunité. Puis honnêtement, je pense que je serais plus surpris qu'il gagne encore l'immunité. Ou sinon, que justement, ben, soit qu'il gagne l'immunité, puis bon, ben, on pense à un plan B. Puis, tu sais, avec justement pour moi, Sam qui reste un des joueurs très dangereux parce qu'il est game de faire n'importe quoi avec n'importe qui. C'est rendu la wildcard, là. Puis il est très volatile, dans le bon sens comme dans le mauvais. Mais j'ai trouvé de quoi intéressant, c'est que Sam, en ce moment, de la façon qu'il travaille, c'est qu'il essaie de se bâtir une nouvelle alliance pour la fin. Ouais. Ce que je trouve particulier, parce que souvent, le monde rendu à ce point-là, quand ils se font trahir et sont rendus un peu des agents libres, vont rester agents libres jusqu'à la fin pour justement se positionner avec tout le monde puis s'emmener à la fin. Mais lui, il est comme, j'aimerais ça me trouver un dernier trio quatuor, puis ça va être eux que je vais rester fidèle avec jusqu'à la fin. Fait que je pense que c'était ça déjà son début qu'il voulait faire avec Tini et Andy. Ben, c'est intéressant. Puis dans ce cas-ci, il y a ce groupe-là, en plus que Andy, là, il y aurait Sue, Tini, Caroline puis Rachel peut-être, ça met Andy dans une position ultra sécure, à moins que ça discute puis que ça se retourne contre lui. Mais c'est intéressant de ce que tu dis, puis c'est vrai que j'avais pas pensé à ça comme ça. Mais ce qui m'amène à me dire que, admettons que je vais continuer de dire que c'est Sam qui s'en va. Genre, ça change pas où je pense que ça va aller. Mais ce qui va peut-être être le discours autour de ça, ça va être plus justement Tini puis Andy qui vont faire est-ce que Sam est plus utile pour notre game ou est-ce qu'il peut nous battre à la fin, puis qu'est-ce qu'on fait pour comme nous en ressortir gagnant là-dedans. Puis peut-être que ça va amener à ce que Sam reste, mais peut-être que ça pourrait amener aussi à sa fin, puis qu'il soit déjà prêt un peu à couper la corde, puis que Andy soit un des seuls restants des chantes qui était comme tout le monde contre lui. Je trouverais ça très, très poétique et très ironique. Il a parti le premier. Là. Ben c'est ça, il aurait littéralement pu partir. J'aime l'espèce de butterfly effect potentiel de... Il aurait peut-être dû partir premier, puis il pourrait finir gagnant de cette saison-là. Je me souviens, moi, à notre premier podcast, quand j'étais comme John est parti, je trouvais totalement les gens imbéciles d'avoir regardé Andy parce qu'il était tellement
il était tellement fragile, il était tellement sur le point d'exploser, de tout tanker leur game. Puis il s'est rebâti, veut pas. Son parcours, il est vraiment intéressant à regarder au niveau de ça. De même titre qu'on a eu précédemment, là, j'oublie son nom, là, mais Caleb l'avait pris sous son aile parce qu'elle était trop direct avec les gens. Émilie, elle aussi, elle avait un genre de une transformation vraiment intéressante à suivre. Fait que de ce côté-là, Andy, je suis content qu'il soit resté, mais d'une autre part, man, je l'aurais éliminé dès le début. Puis là, ça me confirme encore plus, hein, juste de la façon qu'il parce qu'il connaît vraiment bien la game. Fait que quand il se concentre, il est capable de vraiment être solide. Là. Mais moi, pour moi, ce que je me dis, c'est qu'une victoire d'Andy va être ultra intéressante à re-regarder la saison puis de voir un peu tout ça comme, admettons, s'il gagne. Là, que je sais pas si ça va arriver, honnêtement. Il y a d'aussi bonnes raisons qu'il gagne pas, là, honnêtement. Mais admettons là, que c'est vraiment ça puis que ça a été l'histoire d'Andy tout le long, là, puis que c'était comme droppé à moment par moment, puis c'était comme très rock'n'roll, mais qu'à la fin, c'est lui qui gagne tout ça, là. Je pense que ça va être une des victoires qui pourrait amener les gens à vraiment se questionner pour le futur du show, dans le sens de comme, qu'est-ce que la victoire d'Andy va amener dans le jeu? Parce que comme, c'est tellement un parcours, parce que les gens vont regarder ça, puis vont comme, est-ce que les joueurs qui ont des nervous breakdowns au jour 3 vont, tu sais, comme, c'est quoi leur réel potentiel, puis tout ça, tu sais. Ça va être intéressant. C'est peut-être moi qui overblow ça puis qui rend ça trop important. Je sais pas. Mais j'ai comme l'impression qu'une victoire d'Andy va être vraiment intéressante à disséquer si c'est lui qui remporte la saison plus tard. Mm-hmm. Mais bon, c'est juste une théorie, évidemment. Puis ce qui est très le fun avec cette saison-là, c'est qu'honnêtement, il y a encore tellement de gagnants potentiels dans cette bunch-là. Puis je trouve ça super intéressant à si proche de la finale. Fait que j'ai hâte de savoir ce qui se passe. Ben oui, certainement. Puis laissez-nous savoir de votre côté si vous aviez d'autres possibilités d'élimination la semaine prochaine. Dites-nous pourquoi dans les commentaires. Certainement. Et si vous avez apprécié notre analyse d'aujourd'hui, ben droppez un petit like, un petit commentaire et un partage. Dites-le à toute votre famille. Achalez-les avec Survivor. Hey, écoutez, ces deux gars-là. Parle de Survivor. C'est nice. C'est nice. Voilà. Mais n'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner si vous avez aimé cette analyse-là, si vous voulez avoir plus dans le futur, parce que évidemment, ça va continuer d'ici la fin de Survivor 47. Big Brother Célébrité saison 5 qui va commencer aussi très bientôt et j'ai très hâte de me relancer là-dedans. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas parlé de Big Brother sur cette chaîne. Et évidemment, Survivor Québec saison 3, parce que ça s'en vient plus vite qu'on le pense. Et les exclus saison 3 aussi, ça veut dire que ça revient après une formule différente pour la saison 2. Ça va être de retour pour la saison 3, puis j'ai très très hâte de voir ça. Et de recommencer à parler de Survivor Québec sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir tout ça, parce que ça s'en vient et ça s'en vient très vite. Il me reste plus qu'à vous dire, mais merci d'avoir été là, merci d'avoir pris le temps de nous écouter jusqu'à la fin. Prenez soin de vous, passez une très belle fin de journée ou soirée, et à la prochaine tout le monde. Salut!